Wang-an, un livreur de nourriture, traverse la ville à toute vitesse sur sa moto rouge. Son téléphone vibre et il répond à l'appel. La voix d'une femme inconnue annonce qu'elle est enceinte de son enfant et qu'ils doivent parler. Occupé par ses livraisons, Wang-an pense à une arnaque et l'ignore. Il lui dit qu'il n'a pas le temps et raccroche, agacé. Il repart ensuite à toute allure, slalomant dans la circulation. Wang-an arrive au centre de livraison 20, où ses collègues bavardent dehors. Une cigarette à la bouche, il demande à un collègue plus corpulent ce qu'il marmonne. Le collègue explique que la fille de la prestigieuse famille Su épouse le fils de l'homme le plus riche de la ville, un sujet sans intérêt pour Wang-an. Le collègue montre alors une photo sur son téléphone de la belle-fille Su, se plaignant que c'est du gâchis qu'une fille parfaite épouse le fils du riche, qu'il traite de minable et inutile. Alors que Wang-an jette un coup d'œil à la photo, il est choqué de réaliser que la femme lui semble familière. Son collègue lui reprend le téléphone, et le souvenir de Wang-an devient clair. Son collègue demande s'il pense aussi que c'est dommage pour une bonne fille d'être gâchée avec un type si horrible. Mais Wang-an la reconnaît comme la fille ivre qui a tenté de le séduire. Une soudaine réalisation le frappe. C'est elle qui l'a appelé tout à l'heure. Il se demande si l'appel n'était finalement pas une arnaque. La scène revient en arrière, un mois plus tôt. La fille de la famille Su titube dans le couloir d'un hôtel, prise de vertige. Elle soupçonne un certain Chinao d'avoir mis quelque chose dans son verre. Elle se dirige vers ce qu'elle croit être sa chambre, mais, désorientée, elle se trompe de numéro. Elle trouve une porte entrouverte et se demande si elle a oublié de la fermer avant d'entrer. Dans cette chambre, Wang-an est assis sur son lit, abattu et buvant beaucoup. Il pense qu'on lui a dit que son aura était trop intense pour une opportunité et se résigne à son travail de livreur. Alors qu'il est assis sur son lit, ivre et abattu, la jeune femme, Sushi, entre en titubant dans sa chambre et s'effondre sur son lit. Hébétée et fiévreuse, elle lève les yeux vers lui et demande qui il est et s'il peut l'aider. Se plaignant que sa tête tourne et qu'elle est très chaud. Ivre lui-même, Wang-an est captivé par elle, trouvant qu'elle est magnifique. Alors qu'elle se rapproche et le supplie de l'aider, il est troublé. Se demandant s'il rêve. Il serre les poings, une bouteille d'alcool renversée à côté de lui, submergé par la situation intense. Revenant brusquement au présent, Wang-an est perdu dans ce souvenir. Fixant la photo de Sushi sur le téléphone de son collègue. Son collègue, Fatih, le voit dans la lune et l'appelle par son nom. Fatih commence à se moquer de lui. Rappelant à tous comment Anne invente toujours des histoires, comme coucher avec une star de cinéma international, il demande sarcastiquement si Anne va maintenant prétendre avoir fréquenté l'héritière de la famille Su. Les autres collègues se joignent à lui, riant et se rappelant ses autres comptes, comme être un trafiquant d'armes international ou le grand patron d'une famille d'élite de Pékin. Wang-an reste calme. Il allume une cigarette et leur dit qu'ils ne comprennent pas, déclarant de manière critique que ce qu'il fait, c'est de se cacher à la vue de tous. Au moment où l'un des gars rejette ces affirmations, leur taquinerie est interrompue. Une élégante voiture de sport rouge de luxe s'arrête devant le centre de livraison, choquant tous les chauffeurs. La portière du conducteur s'ouvre, et une jambe fine chaussée d'un talon en sort. La femme qui émerge est succuit, l'air sûr d'elle et élégante. Les collègues de Wang-an sont médusés, leurs yeux se transformant en cœur alors qu'il reluque sa beauté, la qualifiant de bombe. Alors qu'elle marche vers eux, un gars la reconnaît sur la photo. Ils réalisent avec stupeur que l'héritière de la famille Su se tient devant eux et ne comprennent pas pourquoi elle serait dans leur modeste centre de livraison. Sushi s'approche de Wang-an, qui s'étire nonchalamment, et lui demande pourquoi il n'a pas répondu à ses appels. Ses collègues, qui venaient de se moquer de lui, sont complètement stupéfaits. Ils n'arrivent pas à croire que Wang-an connaît réellement la célèbre héritière de la famille Su. Wang-an joue la décontraction, prétendant qu'il n'a vu aucun appel manqué et lui demande calmement ce qui se passe. À l'endroit au but, Sochi le regarde dans les yeux et déclare qu'elle est enceinte et que le bébé est de lui. Cette révélation plonge ses collègues dans le choc. Ils crient, incrédules. Incapables de digérer que cette femme riche et belle porte l'enfant de leur ami. Injure qu'il ne dira plus jamais que Anne raconte des cracks. Wang-an lui-même est surpris, se frottant les yeux comme dans un état second, et lui demande si elle est sûre. Suki, l'expression déterminée, lui dit de l'accompagner à l'hôpital pour le prouver. Alors qu'elle attend près de sa voiture, ses collègues le pressent frénétiquement de l'accompagner. Wang-an, stressé, décide d'y aller et demande à un pote de le remplacer. Tous deux partent alors à toute allure dans sa voiture rouge, laissant l'équipe abasourdie derrière eux. Dans la voiture, la tension est palpable. Wang-an demande si le bébé est vraiment de lui. Suki répond sèchement, demandant pourquoi elle mentirait sur quelque chose d'aussi grave. Le regard déterminé, Wang-an lui dit que si le bébé est de lui, il assumera l'entière responsabilité pour eux deux. Suki lui jette un regard sceptique et ricane à sa promesse, demandant comment il compte assumer cette responsabilité avec ses revenus de livreur. Imperturbable, Wang-an se renverse sur son siège et déclare avec assurance qu'il n'y a rien de mal à gagner honnêtement sa vie, et que les soutenir ne sera pas un problème. Suki lui rappelle son statut de membre de la puissante famille Su de Jiangning.
Wangan balaie simplement cela, disant que, le statut social, c'est ce qu'il y a de plus stupide. Agacé par son attitude désinvolte, Suki écrase le pied sur l'accélérateur, faisant tressauter violemment la voiture et projetant Wangan vers l'avant. Il lui crie dessus, l'accusant de l'avoir fait exprès et demandant ce que la famille Su a de si spécial. Le voyage tendu prend fin alors qu'il s'arrête devant un grand hôpital. Soshi se gare et lui annonce calmement qu'ils sont arrivés. En sortant de la voiture, Soshi avertit Wangan de ne pas utiliser le mot responsabilité à la légère. Elle lui rappelle les graves conséquences qu'il subirait si sa famille découvrait qu'un livreur de nourriture l'avait mise enceinte. Cela met Wangan en colère, qui déclare avec passion que ce n'est pas une blague pour lui. Si le bébé est de lui, il assumera absolument ses responsabilités. Ignorant son emportement, Suki lui dit d'entrer. Il marche le long d'un couloir d'hôpital. Suki le conduit vers une porte étiquetée salle d'opération, et Wangan s'arrête, choqué, demandant pourquoi ils vont là-bas. Suki se retourne vers lui avec une expression déterminée et déclare qu'elle va entrer, le laissant réaliser son intention réelle d'interrompre la grossesse. Affolé, il lui attrape le bras pour l'arrêter. Il la supplie, reconnaissant qu'elle pense probablement qu'il ne pourrait pas la soutenir, elle est un enfant, mais il insiste sur le fait que l'argent n'est pas un problème et qu'il trouvera un moyen. C'est alors qu'une infirmière s'approche, informant Suki qu'il est temps pour son intervention. Suki regarde Wangan avec un faible sourire impénétrable, acquiesce à l'infirmière et dégage son bras. Elle entre dans la salle d'opération, laissant Wangan l'appeler désespérément dans son sillage. Il reste devant la porte close, se sentant impuissant et frustré, pensant qu'il ne peut rien faire pour arrêter cette femme déterminée. Dans la salle d'opération, Suki est allongée sur la table, vêtue d'une blouse de patiente. Un chirurgien lui demande si elle est prête. Alors qu'un autre chirurgien prépare une seringue en lui disant de se détendre, elle ferme les yeux. Mais à la dernière seconde, juste avant que l'intervention ne commence, elle lève la main et leur demande d'attendre. Pendant ce temps, Wangan est affalé dans la salle d'attente. Il s'est résigné à la situation, pensant que si elle est déterminée à ne pas garder le bébé, il ne peut pas l'en empêcher. Soudain, la porte de la salle d'opération s'ouvre brusquement et Suki en sort, intacte. Wangan est stupéfait. Il bondit sur ses pieds, perplexe, et demande comment elle peut déjà être sortie, se demandant si les chirurgies sont si rapides de nos jours. Suki, apparemment imperturbable, dit à un Wangan déconcerté qu'elle est fatiguée et lui demande de la raccompagner en voiture. Wangan accepte avec assurance, passe un bras autour d'elle et se vante en disant qu'il pourrait même piloter un avion de chasse. Il prend le volant de sa voiture de sport rouge et quitte l'hôpital en direction d'un quartier aisé appelé Longwan. Pendant le trajet, alors que Suki se repose, Wangan reçoit un appel. Son interlocuteur l'informe d'une séance d'enchères ce soir-là à la tour Gianni, à laquelle le vieil homme souhaite qu'il assiste. L'appelant mentionne également que l'Inkingien, une présidente de chambre, est de leur côté. Wangan accuse réception de ses instructions avec calme, laissant entrevoir un côté puissant et mystérieux de sa vie, inconnu de Suki. Ils arrivent bientôt devant une grande maison dans le domaine de la famille Su. Wangan annonce leur arrivée, réveillant Suki. Elle sort de la voiture et lui dit de partir avant que sa famille ne le voie. Remarquant qu'elle a l'air pâle, Wangan propose de l'accompagner jusqu'à la porte, mais elle rejette froidement sa sollicitude, lui disant de ne pas se mêler de ses affaires. Cependant, alors qu'elle se détourne, son talon se coince dans une fissure, lui faisant perdre l'équilibre et pousser un cri en tombant. Avec une rapidité fulgurante, Wangan se précipite et la rattrape juste avant qu'elle ne touche le sol. Tout en l'aidant à se relever, il la réprimande en la traitant de maladroite. Agacé, Suki lui demande de répéter, et il insiste, la qualifiant d'incroyablement gauche. Dans un éclair de colère, elle le pince le flanc de toutes ses forces, lui arrachant un cri de douleur. L'effort soudain lui coûte, et elle grimace. Voyant son inconfort, Wangan la surprend en la soulevant dans ses bras. Il la porte à l'intérieur de la maison somptueuse et la dépose délicatement sur un canapé. Ouvrant une trousse de premiers soins, il commence à s'occuper de son pied nu, qu'elle a tordu dans sa chute. Elle proteste, lui disant de partir, mais il lui ordonne fermement d'arrêter de bouger. Alors qu'il termine de lui bander la cheville, ils sont interrompus par deux femmes qui entrent dans la pièce. Les nouvelles arrivantes sont Yang Huimin, la mère de Suki, et Lin Xuefu, sa meilleure amie. La mère de Suki regarde la scène, choquée, et exige de savoir ce que fait sa fille. Wangan et Suki expliquent simultanément qu'elle s'est tordu la cheville. Puis, regardant sa mère médusée, Suki annonce calmement que son petit ami l'aidait juste à appliquer un médicament. Wangan est complètement pris au dépourvu. Sa mère, Yang Huimin, est encore plus choquée. Pointant un doigt tremblant vers Wangan en uniforme, elle crie, incrédule, demandant si cet homme est vraiment son petit ami. Sous le choc de l'annonce de sa fille, Yang Huimin demande, furieuse, ce qui se passe et qui est ce livreur. Après un moment de silence, Suki se rétracte, disant à sa mère avec un sourire forcé qu'elle plaisantait. Elle explique qu'elle s'est tordu la cheville et que l'homme l'a simplement aidé à rentrer.
Sa mère, à la fois énervée et soulagée, dit à Sukui qu'elle l'a effrayée, lui rappelant qu'elle va bientôt épouser la prestigieuse famille qui ne peut pas se permettre d'erreur. Wangan, silencieux jusqu'ici, est offensé par le mépris évident de la mère et demande ce qu'il y a de mal à être livreur. Yang Huimin ricane, criant qu'il est un moins que rien qui veut sortir avec une femme bien au-dessus de sa condition et qu'il peut toujours rêver. Son insulte touche un air sensible et une expression furieuse traverse le visage de Wangan. Avant que la situation n'empire, Sukui intervient. Elle dit calmement à Wangan qu'il peut partir maintenant et le remercie pour son aide. Il émet un grognement bref et se tourne pour partir. Tandis qu'il s'éloigne, la meilleure amie de Sukui, Ling Sufu, l'observe avec une expression pensive. Après son départ, Yang Huimin demande à Ling Xuefu d'aider Sukui à regagner sa chambre. Avec dégoût, elle ordonne à quelqu'un de nettoyer le sol où se tenait le sale livreur. Plus tard, dans sa chambre, Ling Xuefu aide Sukui à s'asseoir sur son lit et lui demande immédiatement quelle est sa vraie relation avec cet homme. Sukui affirme d'abord qu'il n'y a rien entre eux, mais Ling Xuefu n'est pas dupe. Insistant pour ne pas être trompé, car la manière dont Sukui le regardait n'était clairement pas anodine. Coincé par l'intuition de son ami, Sukui avoue la vérité. Elle est enceinte de son enfant. Ling Xuefu est complètement sidéré, criant, incrédule, qu'elle est enceinte. Elle remet en cause le jugement de Sukui, demandant pourquoi, parmi tous, ça devait être un livreur. Sukui explique qu'elle avait trop bu ce jour-là et minimise cela en disant que c'était un accident. Ling Xuefu insiste, demandant ce que Sukui compte faire, lui rappelant qu'elle ne pourra pas cacher sa grossesse éternellement à la puissante famille Qin. À la stupéfaction de son ami, Sukui déclare fermement avoir décidé de garder le bébé. Ling Xuefu pense que son ami a perdu la raison. Sukui tente de la rassurer, expliquant avoir parlé à l'homme, Wangan, qui a promis d'assumer l'entière responsabilité. Mais Ling Xuefu n'est pas convaincu. Elle crie à Sukui de se réveiller, lui rappelant qu'elle est la fille de la famille Su. Elle rejette Wangan, le qualifiant de livreur indigne d'elle, et avertit des conséquences désastreuses si la famille Qin l'apprend. Fatiguée du sermon, Sukui lève la main pour l'arrêter, disant qu'elle trouvera une solution. Elle change de sujet, demandant pourquoi Ling Xuefu est de retour en ville. Ling Xuefu explique que son grand-père est venu à Jiangning rencontrer un gros bonnet et inspecter un appel d'offres ce soir, alors elle l'a accompagné. Peu intéressé de Sukui agace son ami. Soudain, l'expression de Ling Xuefu change et elle annonce avoir une idée géniale. Se penchant, elle murmure un plan sinistre à Sukui. Si son secret s'ébruite, elle devrait simplement prétendre que le livreur l'a violée. Sukui répond avec dégoût, remarquant que c'est une idée abominable. Pendant ce temps, Wangan a quitté le domaine des Su et marche dans le quartier exclusif de Villa. Il sort son téléphone, maugréant qu'il n'y a pas de taxi dans ce secteur. Juste à ce moment, une élégante voiture noire s'arrête à sa hauteur. Wangan regarde un homme en costume élégant en sortir. L'homme plus âgé, aux cheveux argentés, s'approche de Wangan et le salue respectueusement en l'appelant jeune maître. Il se présente comme Ling Qingjian, président de la chambre de commerce Julong, et explique qu'il est là pour l'escorter à l'appel d'offres. Wangan, reconstituant les faits, se souvient de la conversation et confirme que son grand-père lui avait parlé de cet arrangement, révélant un lien caché avec un pouvoir immense qui contraste avec sa vie de livreur. Acceptant l'offre, Wangan dit à Ling Qingjian qu'avant l'appel d'offres, il a besoin de prendre une douche et de changer de vêtements. Ling Qingjian accepte respectueusement, promettant de tout arranger alors qu'il ouvre la portière à son jeune maître. Ils partent dans une luxueuse limousine noire. La scène change pour montrer l'appel d'offres animé dans un grand salon rempli de riches invités. Wangan arrive, maintenant métamorphosé. Il a troqué sa veste de livreur pour un costume sur mesure, affichant une allure puissante et confiante tandis qu'il observe l'assistance. Alors qu'il se tient près d'une fenêtre, son attention est attirée par un visage familier. C'est Ling Xuefu, la meilleure amie de Sukui, dans une superbe robe de soirée blanche. Elle s'approche de lui avec dédain et demande ce que le livreur fait dans un événement aussi exclusif. Avant qu'il ne puisse répondre, elle saute aux conclusions et lui demande sur un ton accusateur s'il a un travail à temps partiel. Avant que Wangan ne la corrige, elle lui attrape le bras et l'entraîne avec force, disant qu'elle doit lui parler. Dans un endroit plus isolé, elle le confronte, déclarant que Sukui est sa meilleure amie et qu'elle est enceinte à cause de lui. Elle le prévient férocement que s'il ne prend pas ses responsabilités quand le bébé naîtra, elle le fera regretter. Wangan est complètement choqué par cela. Il lui dit qu'il pensait que Sukui s'était fait avorter à l'hôpital. Ling Xuefu l'informe avec fureur qu'il a tort, et que Sukui a décidé de le garder. Cette nouvelle information stupéfie Wangan, qui s'exclame son nom avec incrédulité. Il réalise qu'elle n'a pas dû subir l'opération. Ling Xuefu, interprétant son hésitation comme un signe qu'il pourrait se dérober, répète sa menace, avertissant que s'il tente de fuir, il le regrettera. Pour appuyer ses propos, elle écrase violemment son talon aiguille sur son pied,
lui arrachant un cri de douleur tandis qu'elle s'éloigne avec une sombre satisfaction. Au moment où l'inchué fut part, la voix d'un annonceur retentit dans la salle de bal, informant les invités que les enchères vont commencer. Digérant la nouvelle que Sukui a gardé le bébé, Wangan est envahi par un nouveau sentiment d'urgence. Il n'arrive pas à y croire et décide de régler ses affaires rapidement pour pouvoir aller la retrouver. À ce moment, une femme en costume d'affaires s'approche et le salue respectueusement en l'appelant jeune maître. Elle se présente comme Liu Yue, sa nouvelle assistante, assignée par le président lynxingien. L'accusant réception, Wangan déclare qu'il est temps d'y aller. Tous deux se dirigent vers la zone principale de l'événement avec une présence imposante. Alors qu'ils trouvent leur place, un homme corpulent et habillé de façon extravagante se fraye un chemin vers l'avant. Il annonce avec suffisance aux participants que l'enchère principale du jour, le projet du nouveau district, est revendiqué par la famille Qin. Tout en tortillant sa moustache, il avertit tout le monde de leur montrer du respect ou d'en subir les conséquences. Cet homme arrogant est Qin Lei, le fils aîné de la famille Qin. Wangan demande à son assistante qui est cet homme. Liu Yue explique qu'il est de la famille Qin, l'une des familles les plus riches de Jiangning et leur plus grand rival pour le projet. D'un air dédaigneux, Wangan demande si un type comme ça peut rivaliser avec lui. Liu Yue précise que les Qin prévoient de remporter le projet puis d'utiliser leur alliance matrimoniale avec la famille Su pour les aider à sortir d'un pétrin. La mention de la famille Su fait tout s'éclairer pour Wangan. Il se souvient de la diatribe de son collègue sur le fait que mademoiselle Su était mariée de force à un riche bon à rien. Il réalise que cet homme arrogant, Qin Lei, est le fiancé que Su-Chi est censé épouser. Le visage sombre, il voit désormais tous les liens entre les fiançailles de Su-Chi, les problèmes de sa famille, et cette guerre d'enchères. Le commissaire-priseur présente le lot principal, le lot 053, dans le nouveau district. Sans hésitation, Qin lève sa pancarte et ouvre les enchères à 5 milliards. La foule explose en chuchotements choqués, réalisant que la famille Qin est déterminée à remporter l'enchère. Ils murmurent qu'avec le mariage Qin-Su à venir, personne n'oserait les défier. Alors que la vente semble jouer, Wangan lève calmement sa pancarte et surenchérit à 6 milliards. La salle est stupéfaite, silencieuse, puis éclate en bavardage frénétique. Les invités se demandent qui est cet homme audacieux, supposant qu'il n'est pas de la région pour oser défier la famille Qin. Ils estiment que le projet était acquis pour les Qin, et qu'ils ne laisseront pas passer cet affront. De l'autre côté de la salle, l'expression suffisante de Qin Lei disparaît, remplacée par une rage pure. Il serre les poings si fort que ses jointures blanchissent. Il fixe Wangan avec fureur et hurle à travers la salle, exigeant de savoir qui il est et l'accusant de chercher des ennuis. La confrontation a commencé. Face à l'éclat de Qin Lei, Wangan reste impassible. Il fait calmement remarquer qu'ils sont dans une vente aux enchères où le plus offrant l'emporte, et demande s'il y a un problème. Le visage déformé par la rage, Qin Lei rétorque, demandant à Wangan s'il n'a pas entendu qu'il a dit que la famille Qin voulait ce projet. Avec une confiance suprême, Wangan répond qu'il a parfaitement entendu, mais demande ce que cela a à voir avec lui. Les invités alentour sont choqués, murmurant sur l'identité de cet homme mystérieux qui ose défier la puissante famille Qin. Ne voulant pas être surpassé, un Qin Lei enragé lève sa pancarte et crie une offre de 700 millions. Sans perdre un instant, Wangan surenchérit à 800 millions. La guerre d'enchères continue, et la tension monte. Qin Lei se précipite vers Wangan avec son entourage, lui faisant face et hurlant qu'à Jiangning, la famille Qin fait la loi. Il fait une dernière offre désespérée de 900 millions, défiant Wangan de continuer s'il a envie de mourir. Wangan rit simplement, d'un air calmement amusé, et annonce nonchalamment une offre d'1 milliard. Ayant été totalement et publiquement humilié, Qin Lei craque enfin. Il hurle que Wangan l'a cherché et menace de le découper en morceaux tout en lançant un coup de poing sauvage vers son visage. Mais Wangan est d'une rapidité impossible. Il esquive facilement l'attaque maladroite et, d'un seul geste, assène un puissant coup de poing au visage de Qin Lei. Alors que Qin Lei est projeté en arrière en criant de douleur, Wangan lui demande avec mépris s'il croyait pouvoir s'attaquer à lui tout seul. Alors que Qin Lei gît étourdi, ses deux gardes du corps bondissent sur leurs pieds et chargent Wangan. Le combat qui s'ensuit est d'une efficacité brutale. Wangan se déplace avec une incroyable vitesse, les neutralisant sans effort par de puissants coups de pied et de poing, les laissant vaincus sur le sol du bal. Au sol, Qin Lei se relève péniblement, tenant son visage meurtri, incrédule. Il crie après Wangan, l'accusant de vouloir mourir pour avoir osé porter la main sur lui. Wangan, avec un rictus froid, rétorque que c'est lui qui frappe maintenant. Il lance une nouvelle attaque, envoyant l'un des hommes de Qin Lei voler dans les airs d'un coup de pied puissant. Le garde du corps s'écrase avec un bruit sourd directement sur son patron, les assommant tous les deux dans un tas indigne. Le combat terminé en quelques secondes, Wangan se tient calmement au milieu du chaos. Il se tourne vers l'assistance médusée et demande négligemment à l'encanteur terrifié si quelqu'un d'autre va enchérir. L'encanteur, bégayant, répond rapidement qu'il n'y a pas d'autres enchérisseurs.
Ayant remporté la vente, l'affaire de Wangan est conclue. Il se tourne vers son assistante Liu Yue et lui ordonne de signer les documents et de transférer les fonds. Expliquant qu'il a une affaire urgente, il fait un dernier signe de la main et sort confiant du bal, laissant tout le monde digérer la démonstration de force choquante à laquelle ils viennent d'assister. L'histoire se déplace vers une pièce opulente où Lin Xuefu se tient devant son grand-père, qui n'est autre que Lin Qingjian, au service de Wangan. Elle demande pourquoi il l'a appelé en urgence, l'ayant fait rater la vente. Son grand-père la met en garde d'être prudente une fois que leur invité sera arrivé, avouant qu'il n'a pas encore cerné le tempérament de cette personne. Lin Xuefu ricane, se demandant quel gros bonnet pourrait avoir son puissant grand-père aussi sur ses gardes. C'est alors qu'un adjoint entre et informe le président que la vente aux enchères est terminée. Lin Qingjian demande si la famille Qin a gagné, mais l'adjoint rapporte que quelqu'un d'autre a été le vainqueur. Lin Xuefu est stupéfaite, s'exclamant que c'est impossible. Elle ne peut pas croire que le projet ait échappé à la famille Qin et se demande qui a pu être assez audacieux pour le leur arracher. Son grand-père l'informe calmement que la personne qu'ils attendent est arrivée. Regardant son téléphone, probablement une actualité, Lin Xuefu remarque que cette personne est bien trop arrogante. Jugeant cette nouvelle trop importante pour attendre, elle dit à son grand-père qu'elle sort appeler son ami Nanan. Suki. Tout en marchant dans le couloir, elle est absorbée dans ses pensées et sa conversation téléphonique. Elle songe à l'échec de la famille Qin qui compromet leur coopération prévue avec la famille Su. Bien décidée à annoncer cette nouvelle à sa meilleure amie, elle ne fait pas attention à où elle va. Elle heurte de front Wangan, qui arrive en sens inverse. La collision est brutale, elle pousse un petit cri en percutant son torse. Furieuse, elle lève les yeux et est choquée de voir son visage. Elle lui crie dessus, demandant pourquoi c'est encore lui et insultant le livreur puant qui ne regarde pas où il va. Cependant, son appel urgent passe en priorité. Elle tourne rapidement le dos à Wangan, silencieux, et continue de marcher, disant au téléphone à Sukui qu'elle a une importante nouvelle. Wangan se contente de la regarder s'éloigner avec une expression calme et impénétrable. Après le départ de Lin Xuefu, Wangan entre pour rencontrer Lin Qingjian. L'homme plus âgé le salue avec respect. Wangan confirme que ses affaires à la vente aux enchères sont terminées, puis demande avec désinvolture à propos de la femme qu'il vient de croiser. Lin Qingjian la présente comme sa petite-fille, Lin Xuefu, mentionnant explicitement qu'elle est célibataire. Il la complimente, disant qu'elle admire beaucoup Wangan et a toujours voulu le rencontrer. Cette tentative de matchmaking amuse Wangan, qui l'écarte d'un las non, mais arrêté. Changeant de sujet, Wangan s'assoit et demande à Lin Qingjian s'il connaît Sukui. Lin Qingjian explique qu'elle est la jeune fille de la famille Su, le talent le plus remarquable de sa génération, mais tenue à l'écart des projecteurs car la famille privilégie les fils. Il confirme que la famille Qin envisageait une alliance matrimoniale avec la famille Su après avoir remporté le projet, mais que l'intervention de Wangan a retardé ce plan. Curieux, Wangan cherche à obtenir des détails plus personnels, s'enquérant de la vie quotidienne et de l'histoire amoureuse de Sukui. Lin Qingjian informe que la famille Su a une éducation très stricte et que Sukui a un caractère obstiné. Il déclare qu'elle ne se lie pas facilement aux gens et que, pour autant qu'il sache, elle n'a jamais eu de petite amie. Cette nouvelle information fait apparaître un sourire rusé et connaisseur sur le visage de Wangan. C'est alors que son téléphone sonne. L'identifiant affiche le nom de Sukui, il répond avec aisance, lui disant qu'il était justement en train de penser à elle. Au bout du fil, Sukui lui demande s'il a du temps et dit qu'elle aimerait le voir. Wangan accepte immédiatement et lui demande son emplacement. Sa mission urgente étant maintenant claire, Wangan se lève pour partir. Il annonce son départ à Lin Qingjian et lui dit qu'il peut rendre compte au vieil homme. Alors que Wangan s'apprête à partir, Lin Qingjian tente une dernière fois de promouvoir sa petite fille, mentionnant qu'elle est diplômée de la Royal Academy de Londres, tout comme Wangan. Peu intéressé, Wangan l'évite en disant qu'ils pourront en reparler une prochaine fois. La scène change pour montrer un parc surplombant la ville, où Sushi est assise seule sur un banc, l'air pensif. Un moment plus tard, Wangan arrive sur sa moto rouge, de nouveau vêtue de son costume élégant. Il s'approche et s'assied à côté d'elle. Passant un bras autour d'elle, il va droit au but. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour l'enfant et qu'il subviendra aux besoins de tous les deux. Il fait ensuite une offre définitive, il lui dit que si elle veut se marier, ils peuvent aller s'inscrire à la mairie quand elle veut, scellant ainsi sa promesse de responsabilité. Malgré sa promesse assurée, Suki reste sceptique. Avec un sourire ironique, elle remet en question sa capacité à assumer un tel engagement financier. Imperturbable, Wangan regarde au loin et demande ce qu'il ne pourrait pas se permettre. Pour étayer son argument, Suki lui tend son poignet, lui montrant sa montre de luxe et lui demandant s'il en connaît le prix. Avec une expertise surprenante, Wangan identifie correctement la montre comme une Pacha de Cartier. Un modèle 42 mm en or rose 18 carats, et en cite correctement le prix de 352 000. Suki est visiblement choquée par sa connaissance détaillée. Elle insiste, lui demandant combien il gagne par an comme livreur et combien d'années il devrait travailler pour s'offrir un tel article.
Wang-an la rassure, il lui dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent et l'encourage à garder le bébé. Il affirme avec confiance qu'il ne laissera pas manquer elle ou l'enfant sur le plan matériel, se vantant même que subvenir à leurs besoins ne sera pas un problème. Suki, levant les yeux au ciel devant sa déclaration grandiloquente, lui demande sèchement si ça le tuerait de ne pas se vanter. Leur conversation est interrompue lorsque le téléphone de Tsushi sonne. Elle répond, et c'est la voix affolée de sa mère à l'autre bout du fil. Sa mère exige qu'elle rentre vite, l'informant que Shinao est à la maison et attend pour discuter du mariage. Sukui acquiesce silencieusement à la demande. Se tournant vers Wang-an, elle lui demande de la raccompagner chez elle. Avec un sourire charmant, il lui dit que ce sera avec plaisir. Il l'aide à monter sur sa moto et ils partent à toute allure. Pendant le trajet, Suki se serre contre le dos de Wang-an, un faible sourire paisible sur le visage alors qu'elle ferme les yeux, semblant sereine. Ils arrivent bientôt à la propriété de la famille Su. Wang-an l'accompagne jusqu'à la porte d'entrée, et alors qu'ils entrent, Sukui annonce à sa mère qu'elle est rentrée. Sa mère, Yang Huimin, apparaît immédiatement, agacée. Elle réprimande sa fille pour son absence prolongée, lui disant que Kinao l'attend. En arrière-plan, un homme corpulent en costume est assis sur le canapé. Sukui se contente de déclarer qu'elle est allée se promener. Sa mère remarque alors Wang-an derrière elle et demande avec désapprobation pourquoi elle a ramené quelqu'un, lui rappelant que son mariage avec Kinao approche. L'homme sur le canapé se lève et salue Sukui, confirmant qu'il est venu discuter des questions du mariage. Il affiche un sourire suave et se présente comme Kinao, le deuxième jeune maître de la famille Qin. Face à son fiancé, Kinao, Sukui tente de mettre leur mariage en attente. Elle lui dit que puisque la famille Qin a perdu l'appel d'offres du projet du nouveau district, la coopération planifiée de leur famille n'est pas finalisée, et que par conséquent, leur mariage devrait également être reporté. Kinao, cependant, rejette l'échec de l'appel d'offres comme une affaire mineure. Avec un rictus sinistre, il insiste pour qu'ils se marient d'abord et que tout le reste peut être négocié après. Ses pensées révèlent ses véritables intentions. Il prévoit de la faire monter dans son lit d'abord, puis de décider plus tard s'il donnera à sa famille l'argent dont elle a besoin. La mère de Sukui, Yang Huimin, tente désespérément de sauver la situation. Elle supplie sa fille, lui rappelant que Kinao a promis 1 milliard pour aider la famille Sud et qu'ils seront mariés. Mais Sukui la coupe net, disant sèchement « n'en dis pas plus ». Avec une détermination farouche, elle déclare qu'elle ne l'épousera pas. Le refus laisse sa mère et Kinao stupéfaits. Prenant une décision audacieuse, Sukui s'approche de Wang-an, prend son bras et annonce que non seulement elle n'épousera pas Kinao, mais qu'elle est également enceinte de l'enfant de Wang-an. Sa mère crie d'horreur, attrapant sa fille et demandant si elle comprend ce qu'elle dit, soulignant que Wang-an n'est qu'un livreur de nourriture. Sukui supplie sa mère, insistant sur le fait qu'elle ne veut pas être forcée d'épouser Kinao et promettant qu'avec un peu de temps, elle pourra aider la famille Su à surmonter sa crise. Rageuse face au comportement honteux de sa fille, Yang Huimin lève la main pour gifler Sukui. Mais avant que le coup n'atteigne son but, le bras de Wang-an jaillit et attrape fermement son poignet, arrêtant le coup. Il la regarde froidement. Et demande ce qu'il y a de mal à être livreur. Il retourne ensuite l'accusation de honte contre elle, demandant si marier sa propre fille à un salaud pour en tirer profit est considéré comme ayant de la honte. Alors qu'elle se débat dans son étreinte, hurlant au livreur puant de la lâcher, la situation s'envenime. Kinao, qui regardait le drame, explose finalement. Il pointe un doigt accusateur vers Sukui, le visage déformé par la rage, et la traite de garce qu'il n'aurait jamais cru si indécente. Il fulmine sur le fait qu'elle ait laissé un livreur la chevaucher, puis tourne sa fureur vers Wang-an, jurant de le tuer. Sukui ne peut que rester là, médusé et horrifié. Avant que Kinao n'ait le temps d'agir, Wang-an se déplace à la vitesse de l'éclair. Il assène une gifle puissante à Kinao, le faisant trébucher et s'effondrer au sol. Wang-an attire alors une Sukui stupéfaite derrière lui, pour la protéger. Il fixe Kinao à terre et déclare qu'elle porte son enfant, ce qui fait d'elle sa femme, et demande qui lui a donné le culot de vouloir la frapper. Se débattant au sol, Kinao hurle, incrédule, que Wang-an a osé le frapper. Sa fureur atteignant son comble, il attrape un lourd cendrier sur une table voisine et charge le couple, hurlant qu'il va les tuer. Avec un sourire calme et rassurant, Wang-an dit à Sukui de se mettre derrière lui, et elle acquiesce nerveusement. Alors que Kinao se précipite, brandissant le cendrier, Wang-an évite l'attaque sans effort. D'un seul mouvement, il décoche un coup de poing dévastateur à la mâchoire de Kinao, l'envoyant valser en arrière, le cendrier lui échappant des mains. Alors que Kinao gît sonné, Wang-an se dresse au-dessus de lui et déclare qu'il ose toucher à sa femme. Pas encore satisfait, Wang-an se penche sur l'homme vaincu, l'attrape par le col et dit qu'aujourd'hui, il va lui donner une leçon. Il fait pleuvoir une série de coups de poing brutaux sur le visage de Kinao, ignorant les cris d'agonie et les appels au secours désespérés de sa victime. Alors qu'il lève le poing pour un nouveau coup, Sukui lui crie d'arrêter. Au même moment, une voix puissante retentit,
exigeant de savoir qui ose se comporter avec autant de présomption. Un groupe de personnages imposants est entré, conduit par un homme âgé et digne, avec une longue barbe blanche et une canne. Sukui regarde l'homme avec choc et peur et l'appelle grand-père. L'arrivée du patriarche de la famille fige tout le monde. Le grand-père de Sukui, flanqué d'autres membres de la famille, observe la scène. Kinao battu au sol, Sukui avec un homme inconnu, et sa mère sous le choc. L'expression du vieil homme est sombre alors qu'il annonce avoir tout entendu. Il tourne son regard perçant vers sa petite fille et, frappant sa canne au sol, exige de savoir si c'est vrai qu'elle porte l'enfant de ce livreur. Avec une résignation tranquille, Sukui confirme que c'est vrai. L'aveu plonge la famille Su dans la panique. Il s'écrit que la situation est scandaleuse et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'offenser la puissante famille Qin. Son grand-père, le visage déformé par la fureur, rugit que la seule solution est que l'enfant soit avorté immédiatement. Kinao, cependant, se relève péniblement et n'est pas d'accord. Il hurle que même si elle avorte, une garce comme elle ne mettra jamais les pieds dans sa famille, laissant la famille Su atterrée. Le poids de la situation devient trop lourd à supporter. Ils se lamentent en disant que tout est fini. Ils s'accusent mutuellement d'avoir gâté Sushi et déplorent que la famille Su soit ruinée. Sushi se tient silencieusement au milieu de leurs accusations, le visage empreint de tristesse. Finalement, elle craque et leur ordonne à tous d'arrêter de se disputer. Le stress émotionnel et physique fait des ravages, et elle crie de douleur, se tenant la tête alors que des vertiges l'envahissent. Avant qu'elle ne tombe, Wangan est là pour la rattraper. Il la maintient fermement et la rassure, lui disant de ne pas avoir peur et qu'il va l'emmener. Alors qu'il la prend dans ses bras, sa famille, y compris ses parents, se précipite, exigeant que le livreur puant la lâche et menaçant de lui casser les jambes. Wangan les regarde avec un mépris total et leur demande s'ils peuvent même s'appeler des êtres humains. Sans ajouter un mot, il se retourne et commence à sortir de la maison, portant Sukui maintenant évanoui. Quand ses parents tentent de lui bloquer le passage, il les écarte sans effort, les envoyant valser. Il marque une pause sur le pas de la porte et se retourne vers la famille médusée et terrifiée. Avec une détermination froide et inébranlable, il déclare qu'il emmène Sukui avec lui et demande si quelqu'un a un problème avec ça, les laissant totalement impuissants à l'arrêter. Sukui inconsciente dans ses bras, Wangan annonce à sa famille stupéfaite que puisque personne ne s'y oppose, il part. Il l'emmène du chaos de la propriété des Su à son appartement moderne en immeuble. À l'intérieur, il allonge délicatement Sukui, toujours inconsciente, sur son canapé. Alors qu'il fait cela, une carte glisse de son sac et tombe au sol. Après s'être assuré qu'elle repose, Wangan aperçoit la carte et la ramasse. Il l'examine et est surpris de réaliser qu'aujourd'hui est son anniversaire. Il est saisi de pitié pour elle, pensant que même si elle vient d'une famille riche, personne ne semble s'être souvenu de son jour spécial. En regardant sa forme endormie, il est déterminé à lui montrer de quoi il est capable. Réaffirmant qu'elle est sa femme. Environ 20 minutes plus tard, Sukui commence à bouger. Elle s'assied lentement, groggy et désorientée. Se frottant les yeux et se demandant où elle est. Juste à ce moment, Wangan émerge d'une autre pièce, portant un tablier. Il tend un bol de nourriture, lui disant qu'elle doit avoir faim maintenant qu'elle est réveillée. Sukui s'approche de la table à manger, où Wangan a disposé un repas élaboré qu'il a préparé spécialement pour elle. Elle est impressionnée par le délicieux arôme des différents plats, qui inclut des délices à la vapeur, une assiette de fruits et fromages, et plusieurs boissons. Wangan se vante que ses talents culinaires sont si bons que même une princesse de Dubaï supplierait d'y goûter. Amusé par son arrogance, Sukui sourit et demande si ça le tuerait de ne pas se vanter. Alors qu'il s'assoit pour manger, Sukui devient sérieuse. Elle lui dit que pour aujourd'hui, il lui est interdit de prononcer le mot « mourir », laissant Wangan perplexe. Avant qu'il ne puisse demander, il révèle sa surprise. Il sort un petit gâteau rose avec une seule bougie allumée. Avec un sourire confiant, il le présente à Sushi, stupéfaite, et lui souhaite un joyeux anniversaire. Complètement prise par surprise, Sushi se couvre la bouche, choquée, et demande comment il a pu savoir que c'était son anniversaire. Wangan sourit simplement avec suffisance, demandant si elle le trouve assez incroyable. Submergé par l'émotion, Sushi reste sans voix alors qu'une larme perle au coin de son œil. Remarquant cela, Wangan la taquine en demandant si elle est émue aux larmes et lui disant qu'elle peut pleurer. Il se vante alors qu'il peut lui prêter son épaule, un privilège que même les mannequins internationaux n'obtiennent pas. Son arrogance absurde brise la tension, et Tsuki laisse échapper un rire sincère. Il l'encourage alors à goûter le plat. Elle en prend une bouchée et admet que c'est bon, ce à quoi il répond avec assurance que bien sûr que oui. Après avoir mangé un moment, Wangan lui dit de faire un vœu sur son gâteau. Tsuki ferme les yeux, joint les mains et acquiesce tranquillement. Une fois le moment passé, Wangan redevient sérieux et lui demande quels sont ses projets. Tsuki le regarde avec sérieux et lui rappelle sa promesse de les soutenir. Demandant s'il va revenir sur sa parole.
Wang Han l'assure que non, mais lui lance un défi. Il demande si elle ose vraiment épouser un livreur comme lui. Stimulée, Sochi se lève et déclare qu'elle ose, ajoutant que s'il échoue à les soutenir, elle se remariera simplement. En entendant cela, Wang Han se décide et lui dit qu'ils iront enregistrer leur mariage dès le lendemain. Avec une détermination farouche, elle accepte, affirmant qu'elle n'a pas peur. Satisfait, Wang Han se renverse en arrière avec un sourire et dit que c'est décidé. Leurs projets sont interrompus lorsque le téléphone de Wang Han vibre. Il dit à Sukui qu'il doit répondre, et elle hoche la tête. Il sort sur le balcon pour répondre. La personne à l'autre bout du fil, qu'il appelle Xiaohua, l'avertit frénétiquement qu'il est en danger. Xiaohua, qui appelle Wang Han patron, annonce qu'un assassin nommé Hydra vient à Jiangning pour le tuer. Wang Han reste calme et demande si la source est fiable et s'ils peuvent confirmer la position d'Hydra. Xiaohua rapporte qu'Hydra a été aperçu pour la dernière fois près de la villa de la famille Lin. Allumant une cigarette, Wang Han dit calmement à son subordonné qu'il a compris et qu'il prendra le temps de s'occuper de l'assassin demain. Pendant que Wang Han est sur le balcon, Sukui est assise sur le canapé, téléphonant et mangeant son gâteau. Elle parle à sa meilleure amie, Lin Xuefu, qui lui a souhaité un joyeux anniversaire et lui a demandé si elle était la première. Avec un sourire amusé, Sukui lui dit qu'elle était la seconde. Lin Xuefu est choqué, demandant immédiatement qui était la première et espérant que ce n'était pas Kinao. Sukui, jetant un regard vers le balcon, révèle que c'était lui. Son amie est furieuse, voulant savoir comment elle a encore été mêlée à ce livreur. Tout en reprenant une bouchée de gâteau, Sukui soupire et dit à une Lin Xuefu stupéfaite que c'est une longue histoire, mais qu'ils ont décidé de se marier demain. Cette nouvelle panique son amie, qui lui demande si elle est folle d'épouser un livreur et exige de savoir où elle est. Sukui répond calmement qu'elle est chez lui. Une Lin Xuefu inquiète tente de la calmer, promettant de trouver une solution. Elle déclare qu'elle va aller supplier le mystérieux gros bonnet, qui a remporté les enchères, celui que son grand-père connaît, d'aider Sushi coûte que coûte. Cependant, l'appel est soudainement coupé, et Sushi se demande ce qui s'est passé. Pendant ce temps, sur le balcon, la conversation tendue de Wang Han continue. Son subordonné ajoute une nouvelle plus inquiétante, l'informant que la princesse aînée s'est enquise de sa localisation il y a 2 jours. Wang Han devient plus sérieux, voulant savoir si Xiaohua lui a dit qu'il était à Jiangning. Son subordonné explique nerveusement qu'il n'avait pas le choix, car il connaît le tempérament de la princesse et craignait qu'elle ne le châtre s'il n'avait pas obéi. La nouvelle est si choquante que Wang Han est sans voix et laisse tomber son briquet. Il crie au téléphone, furieux que son subordonné de confiance l'ait trahi. Xiao lui attend de désamorcer la situation, suggérant que les antécédents familiaux de la princesse font d'elle un bon parti pour son patron et qu'il devrait simplement céder. Wang Han l'interrompt avec colère, voulant savoir quand elle arrive. Voyant la fureur de son patron, Xiaohua prétexte un mauvais signal et raccroche brusquement, laissant Wang Han furieux. Il reste seul sur le balcon, accroupi de frustration, pensant que c'est une très mauvaise situation. C'est alors que son téléphone vibre avec une notification. Agacé, il se demande qui le dérange maintenant. Il regarde son écran et voit un message d'un numéro inconnu. L'expéditrice se présente comme Lin Xufu, la petite fille de Lin Qingjian. Dans le message, elle propose un partenariat commercial, suggérant que comme il est nouveau en ville, coopérer avec la famille Su sur le projet du nouveau quartier serait mutuellement bénéfique. Désespérée d'aider son ami, elle fait une offre audacieuse, promettant que s'il accepte, elle fera tout ce qu'il demandera. Lisant sa proposition effrontée, Wang Han ricane, pensant qu'elle a certainement du cran. Presque immédiatement, son téléphone sonne. C'est Lin Qingjian, qui a clairement appris le message de sa petite fille. Il s'excuse platement pour les problèmes qu'elle a causés. Wang Han lui dit calmement que tout va bien. Prenant les choses en main, Wang Han donne 2 instructions claires à Lin Qingjian. Premièrement, il a besoin d'un fusil de sniper et de 2 balles, qu'il viendra chercher demain. Deuxièmement, il ordonne à Lin de donner à Sukui l'autorité totale sur le projet du nouveau quartier, interdisant à quiconque de la famille Su de s'impliquer. Sans hésitation, Lin Qingjian accepte d'exécuter les ordres de son jeune maître. Plus tard, alors que Wang Han est sur le balcon, Sukui se détend dans son appartement, allongé sur le lit et lisant. Son téléphone vibre avec un message de sa meilleure amie, Lin Xufu. Le message contient une nouvelle excitante. Lin Xufu a contacté le mystérieux Grand Manitou qui a remporté le projet du nouveau quartier. Elle annonce à Sukui qu'il a accepté de coopérer avec la famille Su. Et plus important encore, il a insisté pour que Sukui soit responsable. Elles doivent se rencontrer le lendemain pour discuter des détails. Ravi, Sukui répond joyeusement, confirmant qu'elle la verra demain. Juste à ce moment, Wang Han revient et remarque son expression heureuse. Lui demandant ce qui la met de si bonne humeur, le voyant toujours comme un simple livreur, elle rejette cela comme une affaire de projet qu'il ne comprendrait pas. Elle semble ensuite surprise qu'il l'ait trouvé en train de lire et il taquine en disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait l'habitude de lire des livres. Il se penche près d'elle, leur visage à quelques centimètres,
et chuchote qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'attend pas de lui. Troublé par sa proximité, Sukui rougit et bafouille, demandant ce qu'il fait et lui rappelant qu'accepter de l'épouser ne signifie pas. Mais au lieu de faire un geste, Hwang-an prend doucement un oreiller sur le lit. Il lui dit que si elle est fatiguée, elle devrait se reposer, et qu'il dormira sur le canapé. En partant, il ajoute nonchalamment que lire au lit n'est pas bon pour les femmes enceintes, laissant une Sukui rougissante et sans voix derrière lui. Allongée, elle est gênée, pensant qu'elle a vraiment cru qu'il allait faire quelque chose. Le lendemain se lève, radieux. Sur le balcon de l'appartement, Hwang-an est au milieu d'un entraînement épuisant, effectuant des pompes en équilibre sur une main. Suki, en pyjama, sort et l'observe. Amusée, elle demande en plaisantant s'il pratique le style du crapaud. Il atterrit avec souplesse et la corrige, affirmant qu'il s'agit d'une technique appelée la main du dragon enroulé, un nom qu'elle n'a jamais entendu. Il explique que ce n'est pas un art martial tape à accent grave-l'œil, mais une véritable technique mortelle, démontrant quelques mouvements rapides. Curieuse, Sushi demande pourquoi un simple livreur aurait besoin d'apprendre quelque chose d'aussi dangereux. Hwang-an s'arrête et la regarde, partageant la sagesse de son père. Utilise les arts martiaux pour arrêter les conflits et protéger ta famille. Sukui est impressionné et convient que les paroles de son père étaient sages. Changeant de sujet, Hwang-an dit qu'il a préparé le petit déjeuner et des articles de toilette pour elle. Touchée, elle remarque qu'elle n'avait jamais réalisé qu'un grand gaillard comme lui pouvait être si attentionné. Avec un sourire confiant, il répond qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas encore réalisées à son sujet. Il lui dit ensuite qu'après avoir mangé, elle doit l'accompagner chez elle. Elle est confuse et demande pourquoi. Il explique qu'ils ont besoin de son livret de famille, sinon ils ne pourront pas enregistrer leur mariage. Il la taquine ensuite en jouant, demandant si elle est vraiment sûre de vouloir épouser un livreur comme lui. Provoquée, Suki se met en colère, pensant qu'il cherche à se dérober. Elle crie qu'elle n'a pas peur et lui dit de se dépêcher pour qu'ils puissent enregistrer leur mariage immédiatement. Alors qu'il marche vers sa moto, Suki aborde une question pratique. Demandant s'il devrait d'abord rencontrer ses parents. Hwang-an rejette l'idée, disant que ce n'est pas nécessaire et qu'ils pourront en parler après la naissance du bébé. Confuse, Sukui demande pourquoi il devrait attendre. Avec un sourire malicieux, Hwang-an explique qu'il a peur que sa famille ne l'approuve pas. Il suppose qu'une fois le bébé né, sa famille sera obligée d'accepter la situation. En entendant cela, Suti, les mains sur les hanches, demande sarcastiquement s'il sous-entend qu'il se marie dans sa famille à elle. Il la regarde en jouant et complimente son apparence, sa silhouette et son tempérament, mais ajoute ensuite que son origine familiale est un peu limitée. Offensée, elle demande s'il estime être bien trop bien pour elle. Hwang-an en rit, lui disant de ne pas le prendre au sérieux et de monter sur la moto. Avec un HMMPH agacé, elle monte derrière lui. Il lui dit de bien tenir sa taille, et il démarre en vitesse sur la route. Sans le savoir, ils sont observés. Dissimulés, Kinao et un subalterne musclé les voient partir. Le subalterne remarque avec dégoût que la garce a passé la nuit avec un livreur et demande à son jeune maître quoi faire. Le visage sombre de rage, Kinao donne un ordre brutal. Il dit à son homme de tuer le livreur, puis d'emmener la garce à un hôtel pour lui. Le subalterne fait craquer ses jointures et dit qu'il va prendre ses hommes et les suivre immédiatement. Alors que Hwang-an et Sukui traversent la ville, il remarque, dans son rétroviseur qu'une fourgonnette blanche les suit. Il réalise qu'ils sont suivis. Réagissant vite, il se penche en arrière et annonce à Tsushi un changement de plan. Il dit qu'elle devrait rentrer chez elle d'abord pour prendre ses affaires, car il a une course à faire. Inconsciente du danger, elle accepte. Hwang-an accélère alors, slalomant dans la circulation pour semer ses poursuivants. Suivant son plan, Hwang-an conduit Sukui jusqu'à une planque. Une fois qu'elle est en sécurité à l'intérieur, il remonte sur sa moto et repart à toute allure, attirant l'attention de son poursuivant. La fourgonnette blanche se lance immédiatement à sa poursuite, le suivant dans un quartier résidentiel aisé. Hwang-an les mène dans une courte poursuite avant de s'arrêter devant une grande villa moderne, un lieu délibérément choisi. Il arrête sa moto et en descend, attendant apparemment. Il jette un coup d'œil au balcon du premier étage de la villa et aperçoit un homme aux cheveux hérissés qui s'y cache, confirmant qu'il s'agit d'une embuscade. L'homme sur le balcon réalise qu'il a été repéré. Imperturbable, Hwang-an marche calmement vers la villa, pensant que puisque ses ennemis sont rassemblés ici, il est temps de s'occuper d'eux tous en même temps. Il entre dans la maison vide et somptueuse et monte à l'étage. Dans une pièce, un étui de fusil de sniper est posé ouvert sur une table, exactement comme il l'avait préparé. Il saisit le fusil équipé d'un silencieux, impressionné par l'efficacité de l'IN. Cependant, son attention est soudainement attirée par quelque chose d'inattendu. Il lève les yeux et remarque un soutien-gorge bleu sur le lit à proximité, ce qui le laisse momentanément confus. Avant qu'il ne puisse le comprendre, une femme enveloppée dans une serviette sort d'une pièce attenante. C'est Linksufu, la meilleure amie de Sukui, qui pousse un cri terrifié en voyant un étranger dans sa chambre tenant un fusil de haute puissance. Le reconnaissant, Linksufu demande avec fureur ce que le livreur pu en fait chez elle, lui rappelant qu'il s'introduit illégalement dans la villa de la famille Lin. Mais avant que leur dispute ne dégénère, un point laser rouge apparaît sur son front.
Voyant le laser du sniper, Wang Gan lui crie instantanément de se baisser. Sans une seconde à perdre, une balle fracasse la fenêtre. Wang Gan se précipite à travers la pièce, plaquant une Linksufu terrifiée et la projetant hors de la trajectoire de la balle juste à temps. Il s'écroule sur le lit et elle se débat contre lui, hurlant après le salaud de la lâcher. Il la maintient fermement, son expression sérieuse, et l'avertit calmement d'arrêter de crier, lui disant que si elle émet un autre son, elle sera tuée. Se relevant, Wang Gan saisit le fusil de sniper tandis qu'une Linksufu stupéfaite demande ce qui se passe. Il l'ignore, se dirige vers la fenêtre brisée et vise la villa en face d'eux. Il murmure une raillerie comme quoi Hydre ne doit pas avoir 9 cerveaux et tire un coup unique et précis. La balle traverse la cour et trouve sa cible, touchant l'embusqué sur le balcon opposé. Le sniper est tué sur le coup, s'effondrant au sol avec une balle dans la tête. Wang Gan baisse son arme avec un salut désinvolte, remarquant avec déception qu'Hydre a été réglé si facilement. Avant qu'il ne puisse célébrer, une Linksufu affolée l'attrape, exigeant une explication pour l'arme dans sa maison. Mais à ce moment-là, Wang Gan flaire le danger alors qu'il détecte une autre menace. Une deuxième balle déchire l'air, brisant une autre fenêtre sous un angle différent. Réagissant avec une incroyable rapidité, Wang Gan lui crie à nouveau de se baisser et se jette sur elle, la protégeant de son corps. Il s'écrase au sol alors que la balle siffle à l'endroit où il se tenait juste avant, percutant le mur derrière eux. Toujours au sol avec Linksufu, Wang Gan réalise qu'il y a d'autres assaillants à l'extérieur. Réfléchissant vite, il attrape un vêtement sur le lit et le lance en l'air comme leur. Il dresse mentalement la liste de ses opposants, l'assassin Hydre, les voyous de la fourgonnette et ce nouveau sniper. Il conclut sombrement qu'il a plusieurs invités à régler aujourd'hui. Le leur fonctionne. Alors que le sniper ennemi tire sur le mouvement, Wang Gan vise avec son propre fusil, une Linksufu terrifiée observant derrière lui. Il riposte avec sa deuxième et dernière balle. Le tir traverse l'espace ouvert et frappe un autre sniper caché à un endroit différent, le neutralisant. Immédiatement, un tir de suppression nourrie éclate d'un troisième endroit alors qu'un autre assassin sur un toit voisin déchaîne une volée de coups sur leur fenêtre. Wang Gan attrape Linksufu et plonge derrière un canapé pour se mettre à couvert alors que le mur derrière eux est criblé de balles. Clouée au sol dans une position compromettante, elle crie et le traite de pervers. Une fois les tirs arrêtés, Wang Gan cueille calmement une des 12 usagers de l'ennemi dans le mur. Il l'examine de près et reconnaît un insigne unique en forme d'étoile à 6 branches sur la base. Il l'identifie comme une ogive spéciale d'une organisation d'assassins notoires d'Europe de l'Est connue sous le nom d'Ares. Il se tourne vers Linksufu, bouleversé, et lui demande quand elle a réussi à provoquer des gens aussi dangereux. Elle ne peut que balbutier qu'elle ne sait pas. À ce moment-là, Wang Gan regarde son fusil vide et se maudit d'avoir été négligent. Il n'avait demandé que 2 balles et se retrouve maintenant à court de munitions. Il s'agenouille, se demandant quoi faire maintenant qu'il est désarmé et encerclé. Soudain, un souvenir frappe Linksufu. Elle dit à Wang Gan qu'elle sait peut-être qui est derrière l'attaque. Elle se souvient qu'il y a quelque temps, un patron d'Europe de l'Est a tenté d'acheter la technologie de recherche de son entreprise, mais qu'elle avait refusé son offre. Cette révélation fournit un motif clair aux assassins professionnels qui tentent maintenant de la tuer. Alors que la grêle de balles continue, Wang Gan plisse les yeux. Il baisse rapidement la tête de Linksufu, criant à elle de faire attention alors qu'une autre balle siffle près d'eux. Cloués au sol derrière le canapé, ils sont assis au milieu des débris, attendant une accalmie dans les tirs. N'ayant plus de munitions, Wang Gan a besoin d'un autre plan. Son regard se pose sur les éclats de verre brisés au sol. Opérant un geste désespéré, il ramasse un morceau de verre tranchant. Profitant d'une accalmie momentanée dans les tirs, il bondit sur ses pieds et, avec une vitesse incroyable, lance l'éclat de verre comme un couteau de lancer vers la position du dernier sniper. Le projectile improvisé trouve sa cible, et l'assassin crie de douleur. Avec la neutralisation du dernier sniper, la menace immédiate est écartée. Wang Gan se lève et dit à Linksufu qu'elle peut se relever maintenant car tout danger est écarté. Se relevant enfin, elle le regarde avec méfiance et l'interpelle directement. Elle déclare que son travail de livreur doit être une couverture et exige de savoir qui il est vraiment. Wang Gan rejette froidement sa question, lui disant qu'elle n'a pas besoin de connaître son identité. Furieuse de son secret, elle menace de tout dire à Sushi, mais il porte rapidement un doigt à ses lèvres pour la faire taire. Son expression devient sérieuse alors qu'il l'avertit de se taire, expliquant qu'il entend un bruit à l'extérieur. Une expression de terreur traverse le visage de Linksufu alors qu'elle demande s'il y a encore d'autres ennemis. Affolée, elle s'agrippe à lui et demande ce qu'ils vont faire. Il lui dit calmement de ne pas s'inquiéter et qu'il va aller jeter un coup d'œil. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, les 3 hommes de main de Kinao sont entrés dans la villa, armés de grandes machettes. L'un d'eux reconnaît Wang Gan et se demande ce que fait un livreur dans un endroit pareil. Le chef ricane, supposant que ce doit être un vulgaire voleur. À ce moment précis, Wang Gan apparaît en haut des escaliers. Il regarde les intrus armés en contrebas et, d'un geste nonchalant, les salue. Avec un sourire arrogant.
Wang Gan demande calmement aux 3 hommes armés s'ils le cherchent. Le leader musclé pointe sa lame vers Wang Gan, disant qu'ils sont des hommes de frère Hao envoyés par Qin. Il accuse Wang Gan d'avoir couché avec la femme de leur patron, Sukui, tandis qu'un autre voyou dit impatient d'arrêter de parler et de lui casser les jambes. Totalement impassible, Wang Gan demande simplement ce qu'il compte faire. Enragé par son arrogance, les voyous chargent en hurlant des insultes. Le combat est brutalement court. Wang Gan se déplace avec une rapidité incroyable, interceptant le premier attaquant d'un puissant coup de pied au visage qui lui brise la nuque. En quelques secondes, 2 des voyous sont inconscients, ne laissant que leur leader abasourdi. Le voyou musclé regarde, incrédule, se demandant depuis quand les standards des livreurs étaient si élevés et réalisant que son adversaire est un artiste martial entraîné. Refusant d'accepter la défaite face à un simple livreur, il pousse un cri furieux et charge Wang Gan avec sa machette. Wang Gan saute sans effort au-dessus du coup sauvage et, d'un seul mouvement, assène un coup de pied dévastateur au bras de l'homme. Le coup envoie la machette valser et projette le voyou au sol. Les 3 attaquants vaincus, Wang Gan se tient debout au milieu des corps éparpillés. L'inchuéfu, qui a regardé le combat du haut des escaliers, laisse enfin échapper un cri terrifié. Le son alerte le leader à terre, qui, bien que battu, est toujours conscient. Irrité par ces cris, il se relève péniblement et voit une opportunité, se ruant vers l'inchuéfu sans défense. Avant qu'elle ne puisse réagir, il l'attrape et place sa lame sur sa gorge, en faisant son otage. Il fixe Wang Gan, menaçant de la tuer s'il fait un pas de plus. Une Ningxufu terrifiée le prévient que son grand-père ne l'épargnera pas s'il ose lui faire du mal. Cependant, Wang Gan reste totalement calme. Il regarde le voyou et, avec une froideur glaçante, lui dit simplement d'y aller et de le faire. Ignorant la lame sur la gorge de Ningxufu, Wang Gan marche lentement vers le voyou paniqué, le narguant et lui demandant pourquoi il n'a pas mis sa menace à exécution. Alors que Wang Gan continue son avancée implacable, il demande froidement si l'homme a trop peur. Le voyou, en sueur et terrifié, lui crie d'arrêter. Dans un flou de mouvement, Wang Gan réduit la distance en un instant. Avant que le voyou ne puisse réagir, Wang Gan attrape le plat de la lame entre son pouce et son index, stoppant l'arme nette. Il le regarde avec mépris et lui demande s'il croit vraiment être assez doué pour brandir une épée devant lui. Le voyou est choqué par la force impossible de Wang Gan, réalisant avec horreur qu'il ne peut plus bouger la lame. Wang Gan continue de le narguer, lui redemandant pourquoi il ne fait pas son move. Puis, d'une simple pichenette, il brise la lame d'acier, projetant des éclats de métal sous le regard médusé du voyou et de l'inchuéfu. Avant que le voyou ne se ressaisisse, Wang Gan l'attrape par la gorge et le soulève du sol. Il demande si une petite crevette pourrie comme lui est même digne de se battre contre lui. Étouffé, le voyou tente de se sauver en haletant qu'il est un membre de la puissante société du Dragon Noir. Wang Gan n'est pas impressionné, demandant avec dédain, et alors, avant d'écraser la tête de l'homme contre le sol, l'assommant. Cependant, le voyou reprend soudainement conscience et tente une nouvelle tactique. Il se relève en titubant, suppliant Wang Gan de ne pas sombrer dans la criminalité. Cet appel bizarre n'a aucun effet. Wang Gan lui assène un violent coup de pied au visage, lui arrachant un cri d'agonie tandis que du sang gicle de sa bouche. Complètement brisé, le voyou implore pitié. Il supplie Wang Gan d'arrêter, inventant une histoire sur sa mère âgée de 80 ans. Dans une ultime tentative désespérée, il dit à Wang Gan qu'il a une information importante à divulguer. Se tenant au-dessus de lui, Wang Gan accorde 3 secondes au voyou battu pour ses dernières paroles. L'homme révèle rapidement son information cruciale. Frère Hao, Qin est déjà parti chercher Sukui, et si Wang Gan ne se dépêche pas, il sera trop tard. Cette nouvelle choque Wang Gan. Furieux que le voyou ne lui ait pas dit cette information vitale plus tôt, il lui assène un dernier coup de pied vicieux, l'envoyant dans les pommes. C'est alors qu'ils en tiennent frapper fort à la porte. Une voix de l'extérieur annonce que c'est la police. Réalisant qu'il doit partir immédiatement, Wang Gan dit à l'insuéfu qu'il part retrouver Suki et lui laisse la situation entre les mains. Il lui donne une dernière instruction, ne dire à personne qu'il était là. Alors qu'il s'enfuit, elle lui dit de partir, l'assurant qu'elle sait quoi dire. Un instant plus tard, 2 policiers entrent dans la villa. L'officier principal montre son badge à l'inchuéfu et lui demande ce qui s'est passé. Alors que 2 voitures de police se garent devant, elle commence à expliquer qu'elle prenait une douche quand 3 hommes armés de couteaux ont fait irruption. Suite à sa déclaration, la police arrête les 3 voyous. Un officier rapporte à son capitaine qu'ils ont trouvé 2 cadavres, les snipers que Wang Gan a tués, dans la villa d'en face et qu'ils n'ont pas l'air d'être des gens ordinaires. Choqué, le capitaine ordonne à ses hommes d'emmener tout le monde et toutes les preuves au poste pour enquête. Pendant ce temps, Sukui est acculé dans une chambre par un Qin furieux. Il révèle ses sinistres intentions, lui rappelant le moment où il a drogué sa boisson et se vantant qu'il va maintenant lui faire violence. Terrifié, Sukui lui ordonne de sortir, mais cela ne fait que le rendre plus enragé.
Il ricane qu'il a envoyé des hommes tuer le livreur, et que lorsqu'ils auront fini, il la forcera devant lui. Dans un dernier élan, il jure qu'il va la jouer à mort. Kinao plaque Sukui qui se débat sur le lit. Elle lui dit de la lâcher, mais il la nargue, disant qu'elle peut crier tant qu'elle veut car personne ne viendra la sauver. Il ajoute avec un rictus sinistre que le livreur est occupé avec ses propres problèmes, et qu'aujourd'hui, il va lui faire violence. Alors qu'il se penche sur elle, une gifle puissante claque sur son visage, envoyant une dent valser. Kinao est projeté à travers la pièce et atterrit en tas. Dans l'encadrement de la porte se tient Wangan, qui regarde l'homme à terre et déclare froidement qu'il doit en avoir marre de vivre pour oser toucher à sa femme. Se relevant péniblement sur ses genoux et tenant son visage meurtri, Kinao demande furieusement au livreur s'il sait qui est son père. Aucunement impressionné, Wangan lui dit que peu importe qui est son père, il paiera pour avoir un fils comme lui. Fou de rage, Kinao se met debout et crie que son père est King Gang, l'homme le plus riche de la ville de Jiangning, et que s'opposer à lui, c'est signer son arrêt de mort. Il se rue alors en avant pour attaquer. Wangan évite sans effort l'attaque maladroite et assène un puissant coup de pied, le traitant de minable. Le coup envoie Kinao valser contre un meuble, l'assommant complètement. Wangan se tourne alors vers une Sukui bouleversée et lui dit doucement de ne pas avoir peur car tout est fini maintenant. Il l'attire contre lui dans une étreinte protectrice alors qu'elle lui dit à quel point elle est heureuse qu'il soit venu. Il la serre contre lui et la rassure en disant qu'aussi longtemps qu'il sera avec elle, personne n'osera plus jamais la toucher. Pendant ce temps, Kinao, roué de coups, réussit à se mettre debout et sort en titubant de la chambre, lançant une dernière menace au livreur puant d'attendre. Le danger immédiat étant écarté. Sukui lève les yeux vers Wangan et lui demande quelle heure il est. Confus, il lui demande ce qui ne va pas. Elle explique qu'elle avait presque oublié une réunion importante dans son entreprise et lui demande s'il l'accompagnerait. Avec un sourire chaleureux, Wangan accepte sans hésitation, promettant de l'accompagner n'importe où. Suki et Wangan arrivent dans une voiture de sport rouge devant un grand bâtiment d'entreprise moderne. Alors qu'ils descendent, une personne salue Suki et lui dit que la présidente Liu les attend déjà dans la salle de conférence. Ils entrent, et Sukui présente ses excuses à une femme en costume pour son retard. La femme, la présidente Liu, n'est autre que l'assistante de Wangan, Liu Yue. Elle est choquée de le voir et manque de l'appeler jeune maître, mais il l'arrête rapidement d'un geste. Réagissant vite, Wangan passe un bras autour d'elle et prétend qu'ils sont de vieux camarades de classe. Cela stupéfie Sukui, qui ne peut croire que Wangan et la puissante présidente Liu se connaissent. Sukui remarque la coïncidence, et Liu Yue acquiesce nerveusement alors qu'on l'invite à s'asseoir. Tout le monde étant assis, Liu Yue se prépare à entrer dans le vif du sujet, et Sukui accepte de commencer. Cependant, au moment où elle s'apprête à débuter, la porte s'ouvre brusquement. Le grand-père de Suki, son père et deux autres hommes de la famille font leur entrée, flattant la présidente Liu et exprimant leur honneur. Ils insistent, pour un projet si important, ils ne pouvaient pas se permettre d'être négligents. Une Sukui choquée demande à son grand-père pourquoi il est là, et Liu Yue le salue poliment. Le grand-père explique qu'il était si enthousiaste concernant le projet du nouveau district qu'il s'est précipité. Son attitude amicale disparaît lorsqu'il remarque Wangan. Il demande avec colère à Sukui pourquoi elle a amené un étranger à une réunion si importante. Sukui tient bon, rappelant à son grand-père que puisque c'est elle qui dirige le projet, c'est son droit de décider qui elle amène. Cela met son père, Sujiani, en furie, qui lui crie dessus, demandant quand c'était à son tour de parler au nom de l'entreprise. Il la rabaisse, lui disant qu'elle n'a aucune qualification, et lui ordonne de céder sa place à son frère et d'aller servir de l'eau à la présidente Liu. À ce moment, un jeune homme souriant s'avance et se présente comme Sule. Il dit à la présidente Liu de discuter du projet avec lui, écartant Soshi en disant qu'elle n'a pas son mot à dire. Soshi tente de protester auprès de son grand-père, disant que le projet lui a été confié, mais son père l'interrompt à nouveau, lui criant d'aller servir l'eau. Finalement, un autre homme, l'oncle de Sukui, Sujianzang, porte le coup final. Il dit avec suffisance à Sukui qu'à partir de maintenant, toutes les affaires de l'entreprise doivent être confiées à Sule, lui rappelant qu'elle se mariera bientôt et devrait comprendre sa place. Alors que la famille Su tente d'écarter Sukui, Wangan prend enfin la parole. Les bras croisés et le regard intense. Il leur demande ce qu'ils croient faire, leur rappelant que le projet a été initialement confié à Sukui. Cela met le grand-père de Sukui en fureur, qui crie à Wangan de se taire et lui demande de quel droit il parle. Celui-là se joint à la discussion avec un air suffisant, se moquant de Sochi d'avoir un livreur comme petit ami. Il déclare ensuite à son grand-père avoir entendu qu'elle était enceinte de cet homme. Cette révélation plonge le grand-père dans une rage folle. Il pointe Wangan du doigt et ordonne à Sukui de faire sortir immédiatement cette ordure de bas étage, déclarant que lui et son chien sont interdits dans l'entreprise. Sukui prend immédiatement la défense de Wangan. Elle argue que son métier n'a pas d'importance car il gagne son argent honnêtement,
et que son grand-père n'a pas le droit de l'insulter. Sa défiance ne fait qu'exaspérer davantage le vieil homme. Voyant la situation sans issue, Wangan se lève pour partir avec Sukui. Il déclare à sa famille qu'ils sont éhontés et répète sa condition. Le projet ne peut être traité que par Sukui. Le grand-père l'affronte, exigeant de savoir de quel droit un simple livreur peut poser des conditions. Au lieu de répondre, Wangan se tourne vers Liu Yue, visiblement nerveuse. Il l'appelle avec aisance son ancienne camarade de classe et lui demande de lui rendre un service. Il déclare que Sukui est sa fiancée et que le projet doit lui être confié à elle seule. Sous son regard autoritaire, Liu Yue accepte à contre-cœur. Sule est choqué et tente de protester, disant à la présidente Liu que Sukui est irresponsable et ne connaît rien à l'entreprise, insistant qu'il serait un meilleur choix. Mais Liu Yue, suivant les ordres de Wangan, l'ignore et s'adresse directement au grand-père. Elle déclare que son entreprise ne travaillera qu'avec Sukui. Si la famille Su ne peut pas accepter, ils trouveront un autre partenaire. Le grand-père, abasourdi, demande à parler à son patron. Liu Yue assène un coup final et accablant. Elle l'informe qu'elle a plein pouvoir et que lui, le patriarche, n'est pas qualifié pour rencontrer son patron. Ces dures paroles laissent le vieil homme en sueur et complètement muet, totalement vaincu et humilié devant sa famille. Complètement défait, le père de Suki, Sujiani, change rapidement de ton. Il dit à la présidente Liu de ne pas se fâcher et l'assure qu'ils satisferont à ses demandes, acceptant de mettre Suki en charge. Son beau-père acquiesce, disant que tant qu'ils obtiennent le partenariat, il est acceptable que ce soit Sukui qui s'en charge. Satisfait, Liu Yu déclare qu'ils signeront le contrat aujourd'hui. Désormais aux commandes, Liu Yue se place aux côtés de Sukui et congédie le reste de la famille Su. Elle les informe qu'elle et Sukui doivent discuter des détails du contrat en privé et qu'ils peuvent partir. N'ayant aucun pouvoir pour s'opposer, Sujiani ne peut qu'accepter, et il aide son beau-père stupéfait à quitter la pièce. Tandis que les hommes vaincus sortent, Sule tente de protester auprès de son père, mais il est rapidement réduit au silence et poussé dehors. Une fois parti, Wangan regarde la porte se fermer avec un ricanement, pensant que ce ne sont qu'une bande de clowns et qu'ils ont attiré cette humiliation sur eux-mêmes. Liu Yue tend alors professionnellement le contrat à Sukui pour qu'elle le examine. Pendant ce temps, dans un bureau ailleurs, un Sule enragé confronte son père, Sujiani, exigeant de savoir comment il a pu laisser cette salope de Sukui prendre le contrôle. Su Jianzhang, assis calmement à son bureau, lui dit de ne pas s'inquiéter, l'assurant qu'il a un plan. Alors que Sule tente de demander à leur oncle, Su Jianzhang, de partir, son père l'arrête, affirmant qu'ils sont tous du même côté. Il révèle alors un secret de famille choquant. Sukui n'est pas sa fille biologique. Sule et Su Jianzhang sont tous deux stupéfaits. Su Jianzhang demande si sa belle-sœur l'a trompé, mais Sujiani clarifie la vérité. Il explique que sa femme, Yang Huimin, ne pouvait pas avoir d'enfant, alors ils ont adopté Sukui. Il se plaint ensuite qu'elle a maintenant déshonoré la famille en s'impliquant avec un livreur. Un Su Jianjiang pensif demande qui sont les parents biologiques de Sukui. Sujiani rejette la question, disant qu'il ne sait pas, et suppose qu'ils sont morts depuis longtemps, ne lui ayant laissé qu'un pendentif de jade sans valeur. Impatient, Sule interrompt, impatient d'entendre le plan de son père. Plan. Avec un rictus sinistre, Su Jianjiang dévoile son stratagème. Il leur dit d'attendre et de laisser Sukui reprendre le projet pour l'instant. Une fois qu'elle aura fait le travail difficile, il a un moyen de le lui arracher. Comprenant le complot, Sule approuve avec un sourire confiant et sournois. Vêtu d'un costume avec une cigarette, Wangan s'approche de deux gardes de sécurité en service et demande du feu. Un garde plus corpulent propose un briquet. Remarquant la tenue formelle de Wangan, le garde suppose qu'il est là pour un entretien, mais Wangan dit que non. Curieux, le garde lui demande alors ce qu'il fait ici. Très casualement, Wangan révèle qu'il est livreur. Les deux gardes éclatent de rire, l'un d'eux plaisantant que les livreurs et les agents de sécurité sont des ennemis de toujours. Wangan ricane. Mais il remarque ensuite que les deux gardes deviennent sérieux et se tiennent droit, alors il demande ce qui se passe. Soudain, les gardes se figent au garde à vous. L'un dit à l'autre que la présidente Su est arrivée. Le garde le plus corpulent explique avec admiration que la présidente Su est la plus belle femme de l'entreprise et que la voir quotidiennement lui donne la motivation de travailler. Wangan les raille de s'énerver ainsi pour une femme. Agacé, le garde lui dit de ne pas faire son malin, lui rappelant qu'en tant que livreur, il ne vaut pas mieux qu'eux. À ce moment, une élégante Su qui apparaît. Les deux gardes la saluent avec énergie et respect en disant « Présidente Su ». Elle reconnaît leur dur labeur et dit qu'elle va chercher sa voiture. Alors que Su qui se dirige vers sa voiture de sport rouge, le garde le plus lourd est fou de joie, se vantant auprès de son collègue que la présidente Su lui a parlé, qui observe la scène, demande si une telle réaction est nécessaire. Le garde s'approche de Wangan et lui met un bras sur l'épaule avec condescendance. Il lui donne un conseil, lui disant que même en tant que livreur, il est important d'avoir des rêves. Juste à ce moment, Sushi s'arrête à côté d'eux dans sa voyante voiture de sport rouge. Du siège du conducteur, elle regarde Wangan et lui dit de monter.
Wang Han dit au revoir aux gardes avec un sourire, leur disant qu'il se souviendra de leurs paroles et qu'il les reverra plus tard. Il monte ensuite dans le siège passager de la voiture de luxe. Les deux gardes restent complètement figés, regardant incrédules la voiture de sport s'éloigner à toute allure. Incapables de comprendre que l'humble livreur qu'ils venaient de plaindre soit parti avec leur belle et inaccessible patronne. Pendant qu'ils roulent, Wang Han remarque l'expression heureuse de Suki et remarque que les choses ont dû bien se passer. Sushi acquiesce, expliquant que c'était grâce à son ami, Lin-Shuefu, qui a trouvé le mystérieux grand patron derrière le projet du nouveau quartier. Elle ajoute qu'elle est déterminée à remercier cette personne en face à face. Amusée, Wang Han lui dit qu'elle devrait vraiment bien le remercier. Il change ensuite de sujet, l'informant qu'il a déjà contacté le bureau des affaires civiles, et qu'ils enregistreront leur mariage le lendemain matin. Suki accepte calmement le plan mais expose ses conditions. Elle ne veut que le certificat de mariage pour que leur enfant ait un père. Après la naissance du bébé, elle lui versera une somme mensuelle de 30 000. Wang Han, surpris, demande si elle cherche à le garder comme compagnon rémunéré. Suki lui répond qu'il peut penser ce qu'il veut. Avec un sourire suffisant, Wang Han croise les bras et rétorque que, si elle veut vraiment le garder, 30 000, c'est bien trop peu. Sa réponse met Suki en rage. Elle lui dit de ne pas pousser son avantage, demandant combien un livreur pourrait bien gagner en un mois, sous-entendant que 30 000, c'est déjà bien assez. Dans sa frustration, elle appuie brusquement sur l'accélérateur, et la voiture de sport rouge fonce dans les rues de la ville. Ils arrivent bientôt à l'entrée d'un complexe résidentiel moderne et haut de gamme. Après s'être garé, Wang Han descend et s'appuie contre la portière, taquinant Suki en disant qu'elle semble bien connaître l'itinéraire et a déjà mémorisé le chemin de chez lui. Agacée, elle répond qu'avec le GPS, elle peut aller n'importe où. Alors qu'il traverse la résidence, le téléphone de Wang Han se met à sonner. Il demande à Suki d'attendre un moment, car il doit répondre. Wang Han décroche, demandant négligemment au vieil homme à l'autre bout ce qui se passe. Son interlocuteur l'informe qu'un chargement a été saisi par la Société du Dragon Noir et qu'il doit s'en occuper. L'appelant mentionne aussi qu'une carte a été déposée devant sa porte pour l'aider avec ses problèmes. Wang Han accepte avec assurance, promettant de tout régler pour midi le lendemain. Son interlocuteur change alors brusquement de sujet, demandant s'il a bien entendu que Wang Han se marie. Cette question effraie et met en colère Wang Han, qui exige de savoir qui a divulgué l'information. Le vieil homme révèle que c'est l'Incungien qui le lui a dit et accuse Wang Han d'essayer de se marier sans permission. Il poursuit sa diatribe, demandant pourquoi Wang Han ignorerait d'innombrables héritières riches pour une fille de la modeste famille Su. Wang Han tente de désamorcer la situation et d'expliquer. Cependant, le vieil homme l'interrompt, disant qu'il n'y a pas besoin d'explication. Au lieu de cela, il informe un Wang Han horrifié que sa grande sœur viendra l'interroger en personne le lendemain, et qu'il devrait se préparer. Wang Han est pris de panique, suppliant le vieil homme de ne pas être si cruel et demandant s'il pourra survivre à sa visite, mais la communication est brutalement coupée. Furieux et stressé, Wang Han raccroche, murmurant une menace comme quoi il se vengera du vieil homme. Remarquant son agitation, Suki s'approche et demande ce qui s'est passé. Dissimulant rapidement son trouble, Wang Han la rassure en disant que ce n'est rien. Il passe un bras rassurant sur son épaule et lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Il regagne son appartement et entre dans le salon moderne. Une fois à l'intérieur, Suki aperçoit une carte blanche sur la table basse et demande ce que c'est. Wang Han explique négligemment que ce n'est qu'une carte cadeau destinée à quelqu'un d'autre. Pour changer de sujet, il enlève sa veste et suggère qu'elle doit avoir faim, proposant de cuisiner. Suki acquiesce tranquillement. Tandis qu'il se dirige vers la cuisine, Suki s'assoit sur le canapé, tenant sa veste. Un petit sourire satisfait se dessine sur son visage alors qu'elle pense qu'avoir un homme entretenu à la maison est en fait plutôt agréable. Dans son appartement, Wang Han, portant un tablier, dit à Suki de s'asseoir et qu'il aura bientôt fini de cuisiner. Elle le remercie. En se dirigeant vers la cuisine, il remarque en plaisantant que ce n'est pas un problème pour sa femme et son enfant, ajoutant qu'il est, après tout, un mari au foyer entretenu. Sa remarque laisse Suki sans voix, et elle s'assoit sur le canapé avec un léger sourire amusé. Le lendemain, la scène se déplace au bureau des affaires civiles de Jiangning. Wang Han et Suki sortent du bâtiment, tenant chacun un certificat de mariage rouge. Wang Han déclare fièrement qu'à partir de maintenant, il est officiellement un homme marié. Suki le taquine en lui demandant ses projets pour la journée et s'il va livrer de la nourriture. Wang Han écarte l'idée, plaisantant en disant que maintenant qu'il est bien habillé, il devrait sortir s'amuser avec quelques jeunes femmes. Sa réponse irrite Sushi. Elle le traite de cas désespéré et se plaint que même en tant qu'homme marié, il a toujours un caractère exécrable. Elle se retourne et s'éloigne, boudeuse, lui disant de faire ce qu'il veut. Alors qu'elle part, l'expression enjouée de Wang Han disparaît, remplacée par une expression sérieuse. Il pense qu'avant toute chose, il doit s'occuper de la tâche que le vieil homme lui a confiée. Sa mission le mène à un gratte-ciel imposant, le siège du groupe Black Dragon.
Il se tient devant l'immense bâtiment, confirmant que c'est le bon endroit. Il pense aux origines du groupe, se rappelant que la société Black Dragon était autrefois un gang local qui s'est depuis transformé en une entreprise apparemment légitime. Cependant, il sait qu'ils sont toujours impliqués dans des affaires louches comme le recouvrement de dettes et le prêt usuraire. Avec un regard froid et déterminé, il se résout à voir par lui-même à quel point ils sont réellement capables.